Dans le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, la semaine du 9 septembre 2013 a été marquée par l'audition du 31e témoin cité par la défense. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable en qualité de chef militaire du MLC, Mouvement de libération du Congo, de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert en novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Monsieur le témoin D0415 a été auditionné entre les 11 et 13 septembre 2013. Ce témoin à décharge a déposé devant la Chambre par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Au cours de l'interrogatoire en chef mené par maître Aimé Kilolo Moussamba pour le compte de la défense, le témoin a déposé notamment au sujet des activités et du commandement de la branche armée du MLC pendant la période 2002-2003. Est-ce que M. Jean-Pierre Bemba gérait quotidiennement les opérations de l'armée de libération du Congo à l'époque? Quotidiennement, je dirais non, parce que la gestion quotidienne était faite par le chef d'état-major général et ses membres du bureau. Il est vrai que, de par le chef d'état-major général, le patron du mouvement était tenu informé de cela, mais la gestion, au fait, était de l'apanage du chef d'état-major général et son état-major. Pouvez-vous nous fournir des informations sur la capacité de M. Jean-Pierre Bemba à commander une opération menée par une brigade ou un bataillon de l'ALC à l'époque entre octobre 2002 et mars 2003? La conduite de cette opération a été toujours une situation extrême, émouvante, et ceci demande un certain professionnalisme. Et donc, Bemba, que je côtoyais à l'époque, n'avait pas cette capacité-là. Et bon, pour de rares fois, ce qu'il disait à propos de l'armée ou les ordres, par exemple, quand il écrit dans son message ici, ne pas bouger. Moi, par exemple, en professionnel, je n'écrirai pas comme ça. Quand il dit, donnez-moi la taille et le matériel de l'ennemi, etc., moi, je l'écrirai autrement. Voyez-vous, ça montre à suffisance que la personne que nous avions à nos côtés n'était pas professionnelle pour diriger une opération militaire. Tout ce qu'on faisait sur le terrain, on le faisait en professionnel, et lui, on lui tenait qu'informé. En tout cas, moi je le connais pas militaire, je m'excuse, mais je ne le connais pas militaire, et je ne peux que dire ça de lui. Donc, il n'avait aucune capacité professionnelle en matière des armes de conduire une opération d'une brigade. Répondant toujours au Conseil de la Défense, le témoin est par ailleurs revenu sur le déploiement de troupes du MLC en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Militairement, à votre connaissance, qui avait donné au commandant Mustapha l'ordre de traverser pour se rendre en Centrafrique? Mais l'ordre de traverser est consécutif. L'ordre de traverser est consécutif
à ce qui a été décidé par la réunion du haut commandement et donc sa mise en application a été faite par le chef d'état-major général. Et donc, l'ordre de mouvement de troupes vers Bangui a été donné par lui, étant donné que la décision d'envoi de troupes a été déjà prise au niveau de haut commandement. Monsieur le témoin, juste pour les besoins du procès verbal, pouvez-vous préciser le nom de celui qui a donné au commandant Mustapha et à sa brigade l'ordre de traverser pour se rendre en Centrafrique? C'est le chef d'état-major général, le général Amouli, qui a agi conformément à la décision prise par le haut commandement. Monsieur le témoin, y a-t-il eu un accord sur le mode de subordination des troupes entre la République centrafricaine et le mouvement MLC? Oui, un accord, je dirais oui, dans la mesure où nous savions déjà de notre côté que de l'autre côté, il y a un état-major et avec son centre de coordination des opérations qui allait être mis sur pied. Et donc, d'emblée, au cours de la réunion, nous avons opté, par respect pour le collègue de l'autre côté, que le troupe soit mis aux ordres des autorités de la République, de l'état-major centrafricain. Monsieur le témoin, pour bien vous comprendre, vous dites que vous aviez opté pour que les troupes soient mises aux ordres de l'état-major centrafricain. Y a-t-il une différence de dire que les troupes étaient sous commandement de l'état-major centrafricain, ou est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Il y a en relation de subordination ce qu'on appelle une unité attribuée, une unité mise aux ordres, une unité mise sous commandement opérationnel et une unité sous contrôle. Voyez-vous? Et donc, une unité qui est mise aux ordres est en fait sous l'ordre de l'unité auprès de qui il est mis aux ordres. Cette unité-là va le contrôler sur tout plan, sauf sur l'aspect purement administratif. Et nous, comme experts militaires, avions donc proposé à nos autorités cela, que l'unité soit mise aux ordres. Parce que cela nous exemptait, n'est-ce pas, de la suivi logistique, opérationnel et autres, sauf le suivi administratif. Le témoin D0415 a par la suite été interrogé par l'accusation. Eric Iverson, substitut du procureur, a demandé au témoin d'apporter un certain nombre de précisions à sa déposition, en l'interrogeant entre autres à partir d'une vidéo diffusée en audience. So the order to deploy, for instance, or the order to withdraw. Donc, l'ordre de se déployer, par exemple, ou au contraire de se retirer, c'était là le genre d'ordre que M. Bamba donnait certainement à l'ALC. Et c'est exact. Il prenait la décision finale, soit de déployer, soit de se retirer. Il est vrai que M. Bemba pouvait donner ces genres d'ordres, mais ces genres d'ordres n'étaient consécutifs qu'à un préalable, c'est-à-dire l'issue de la décision du haut commandement. Il ne pouvait pas se permettre tout seul. Et cela est connu pour tout commandant suprême à travers le monde. Une décision d'une extrême gravité envoyait les gens en dehors
de votre territoire n'a jamais été de l'apanage du président de la République tout seul. Cela doit être l'objet d'activation d'un mécanisme. Et c'est lorsque ce mécanisme est activé, ce n'est qu'à l'issue de cela, qu'une telle décision étant prise, et cela est arrogé à la décision de celui qui est appelé commandant en chef. Et cela est connu. Maître. Sir, again, are you implying that Mr. Bemba was not a real soldier? Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en train de sous-entendre que Monsieur Bemba n'était pas un vrai soldat? Je dis et je le répète que M. Bemba n'était pas pour moi un soldat. Si pour vous il l'est, mais moi je vous ai dit que porter une tenue militaire, parler à la radio, ne fait pas militaire. But you still had to follow his orders. Mais vous deviez quand même suivre ses ordres. Je veux dire que si il disait à quelqu'un de l'ALC un ordre, il donnait un ordre à quelqu'un de l'ALC, la personne devait suivre l'ordre, n'est-ce pas? Un chef d'entreprise, quand il donne l'ordre, un agent d'une entreprise l'exécute. La déposition du témoin D0415 a pris fin à l'issue des interrogatoires des représentants légaux des victimes, ainsi que de questions supplémentaires de la part de la défense. L'audition du prochain témoin de la défense, désigné par le pseudonyme D0454, est prévue de débuter lors de l'audience programmée pour le lundi 30 septembre 2013.